soupe de graisse de canard, des pommes de terre, du sel, du poivre à la mi-cuisson, une cuillère à soupe d'ail pressé, et à la fin une grosse pincée de cannabis. Non, de persil, je plaisante. Convivialité, authenticité et gastronomie, voilà qui caractérise bien notre belle région d'adoption. Terre d'accueil depuis l'aube des temps, c'est un pays de grottes et de gouffres, de plateaux boisés et de causses pierreux. Une nature préservée, avec des vallées verdoyantes où serpentent de grandes rivières, comme la Dordogne et le Lot. Châteaux forts, bastides et beaux villages parsèment cette mosaïque de paysages surmontés de ciels immenses. Pays de Languedoc, fier de traditions encore préservées, cette région cultive un certain art de vivre, reposant notamment sur les fastes de la cuisine locale. C'est ce pays de contraste, cet océan de verre, doux et rude à la fois, que nous vous proposons de découvrir à présent. Nous avons choisi de vous parler d'une zone qui chevauche deux départements, la Dordogne et le Lot, traversée par les rivières du même nom. En fait, une partie du Périgord et une partie du Quercy. Les villes phares de la région qui nous occupe sont Sarlat-la-Canéda, en Dordogne, et Cahors, dans le Lot. Nous voici au printemps, la saison du renouveau, avec les jours longs, les ciels changeants et des myriades de fleurs. Ce qui était fermé en hiver rouvre peu à peu, comme la plupart des sites préhistoriques de la vallée de la Vézère, où se situe le village des Aisies de Taillac, marqué pour la postérité par la découverte de l'abri de Cro-Magnon et considéré à juste titre comme la capitale de la préhistoire. Les falaises qui bordent la Vézère regorgent d'abris naturels et de cavités. Elles représentent depuis près de 400 000 ans des lieux d'accueil pour l'homme, comme en témoignent les cavités naturelles de la Roque Saint-Christophe ou le célèbre abri du Moustier. Le site de la Madeleine est un des meilleurs exemples de l'occupation humaine à travers les âges. Il va donner son nom à une phase bien connue du Paléolithique, le Magdalénien. Nous y rencontrons Christophe Vigery, spécialiste en paléoanthropologie. Trouver une plaquette osseuse associée, d'ivoire, associée à de l'outillage en silex, donc préhistorique, sur lequel est gravé un mammouth, c'est donc que l'homme, d'abord que ça a été gravé par un homme évidemment, et que l'homme est contemporain du mammouth. Cette découverte livrera donc, dès le XIXe siècle, la preuve irréfutable de l'existence d'un art préhistorique. Mais pourquoi les hommes ont-ils choisi, depuis l'aube des temps, de s'installer dans le sud-ouest de la France, et plus particulièrement entre Périgord et Quercy? Les fondamentaux, ce qui a réellement amené l'homme à s'installer, quelle que soit l'époque, c'est l'environnement. Et ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte que vous soyez un homme préhistorique, un homme médiéval, un antique même, ou un homme contemporain, c'est toujours les mêmes fondamentaux qui vont vous pousser à vous installer à un endroit précis. Ce sont des abris sous roche, certes, parce que évidemment l'abri vous offre gratuitement un endroit où vous allez pouvoir vous protéger des intempéries, etc. Mais c'est surtout l'orientation, sud-sud-ouest. C'est la proximité de sources alimentaires variées et diverses, l'eau évidemment, bien sûr. Mais si vous regardez bien la Madeleine, vous vous rendez compte que vous êtes à une sorte d'interface. Et on se rend compte que ce soit dans les populations très archaïques qui vivent encore aujourd'hui,
les Bushman, les aborigènes, etc., ou qui vivaient encore au XIXe siècle, et les populations archaïques, le choix des installations est toujours régi par un ensemble environnemental qui est pratiquement celui qu'on va trouver à la Madeleine. À partir du Gravettien, l'art pariétal fait son apparition. Et plutôt que vous montrer le facsimilé de Lascaux, nous vous emmenons à la découverte de deux bijoux préhistoriques, Pechmerle et Cougnac, qui sont des lieux où l'homme a laissé de nombreuses traces d'un art symbolique exceptionnel. Imaginez la Bellemosy, la première fois où il est entré dans cette salle, où il a vu la Bellemosy cherchait des peintures depuis des années. Il cherchait cette grotte, il l'a cherchée. Et elle était là, et de plus c'était un préhistorien et un prêtre. Arrivé dans un sanctuaire, un des premiers sanctuaires de l'humanité, et voir cette beauté, ça a dû lui faire un choc formidable. Il a marqué toute sa vie, bien sûr. On a souvent dit que les grottes ornées étaient des sanctuaires. Et mes recherches pendant 40 ans n'ont fait que confirmer ce point de vue. Il y a énormément de concrétions. Il y a des formes rocheuses naturelles extrêmement variées qui ont été exploitées par les artistes du Paléolithique supérieur. Alors, à Pechmerle, évidemment, c'est une tête de cheval, un cheval naturel sans le retoucher du tout, qui a été complété par une peinture. Et ça, c'est un exemple magnifique d'utilisation des formes de relief. Mais à Cougnac aussi, on a les mégacéros, dont les gorges, par exemple la gorge du mégacéros mâle à gauche, qui est une draperie naturelle. Et puis, même les petites concrétions figurent le pelage des animaux. C'est quelque chose de... au fond, ces artistes, ils peignaient, ils créaient en 3 dimensions. C'est-à-dire, c'est une synthèse totale entre la sculpture, la peinture, la gravure, il y a tout à la fois sur leur œuvre. Des datations au radiocarbone ont permis d'établir l'ancienneté de ces fresques entre 28 000 et 22 000 ans avant le présent. Elles ont été réalisées avec la technique de soufflet, par laquelle l'artiste crache le pigment, parfois entre ses doigts, comme l'illustrent ses mains négatives, ou encore dessiner avec le doigt, un charbon ou un crayon d'ocre. Quercy et Périgord, Lot et Dordogne procèdent d'une même civilisation fluviale. Jusqu'au XIXe siècle, la rivière est irremplaçable. Les marins, forcément d'eau douce, transportaient à bord des gabarres les produits du haut pays vers Libourne et Bordeaux. La navigation était pénible, surtout à la remonte, le contre-courant corsant encore les choses, et certaines embarcations étaient même construites pour un seul et unique voyage, avant d'être débitées et vendues. Les gabarres d'aujourd'hui ne transportent plus de marchandises, mais comblent les amateurs de beaux points de vue. La Roque-Gajac a été un port dynamique de la Dordogne dès le Moyen-Âge. Les rez-de-chaussée étaient aménagés en cave pour entreposer les denrées transportées par voie d'eau. Rivière majestueuse et fantasque, la Dordogne déroule ses méandres dans une vallée opulente, gardée par une armée de châteaux. On ne saurait parcourir plus de 5 km sans apercevoir une forteresse médiévale, un manoir, une tour ruinée ou un château Renaissance. Dans cet écrin naturel, le château de Bennac occupe un site remarquable. Place forte redoutable au Moyen-Âge, il fut le fief de l'une des 4 baronnies du Périgord.
L'histoire de Bennac semble liée à celle du château de Castelnau qui lui fait face et dont il fut le rival implacable dans les incessants conflits qui émaillent cette période médiévale. Au cours de la guerre de 100 ans, la Dordogne marque la limite des influences françaises et anglaises. Castelnau, côté anglais, secondé par le château de Ferrac, et Bennac, côté français, allié au château de Marquessac. Aujourd'hui, Castelnau est en paix. Restauré, il accueille bien volontiers les visiteurs pour leur conter le Moyen-Âge. L'été, voilà la saison de l'exagération. Trop de lumière et trop de chaleur. La Dordogne, assagie, attire désormais les baigneurs et le canoë-kayak fait oublier l'ancienne batellerie. Plus au sud, la plaisance a fait son apparition depuis que la rivière du Lot a été rendue navigable sur plus de 80 km. Alors, prêt pour un tour en bateau ? Taillée dans le roc, la beauté du chemin de halage rend difficile à imaginer la souffrance des tireurs de grès, grâce auxquels les gabarres remontaient le Lot, chargés de sel, de poissons, de vin ou d'épices. Considéré comme l'un des plus beaux de France, ce domaine navigable permet une croisière de plusieurs jours, à son rythme et surtout à celui des écluses. Au nombre de 17, elles sont toutes à manœuvre manuelle. Allez, on peut ouvrir, on y va. Perché à plus de 80 mètres, Saint-Cyr-la-Popie se dévoile comme le site le plus spectaculaire de la vallée. Occupé à l'époque gallo-romaine, Saint-Cyr est ensuite l'objet de la convoitise de 3 puissantes dynasties au médiéval, les Cardaillac, les Gourdons et les La-Popie. Plus récemment, ce site exceptionnel a attiré au XXe siècle de nombreux artistes, dont le plus connu est le surréaliste André Breton, qui résida dans cette maison et qui écrivit un jour une phrase sans équivoque. « Ici, j'ai cessé de me désirer ailleurs. » Il faut déambuler au hasard des rues étroites en forte pente, se laisser envoûter par l'harmonie qui règne entre ces beaux toits de tuiles plates et ces façades en encorbellement. Indéniablement, Saint-Cyr-la-Popie invite à la flânerie et à la détente. Aux terrasses, on rencontre parfois des gens qui viennent de très loin. Et par rapport à ce que vous vivez au Québec, quelles sont les différences, par exemple? Si c'est plus La tranquille. température. Oui. Parce qu'au Québec, on a 2 saisons. L'hiver et le 15 juillet. Ça vous change de New York? Ah oui, c'est super. Nous, on aime bien New York, mais il faut changer parfois. Ça vous fait rêver, le Quercy? Oui, Oui. ça nous fait rêver. On est dans un rêve ici. C'est vrai? Ouais. Survolant le Lot en amont de Saint-Cyr, nous apercevons le château de Sénevière qui illustre 12 siècles d'histoire, d'architecture et d'art.
Sa restauration et sa maintenance sont une œuvre collective où intervient toute la famille, des grands-parents aux petits-enfants. Cette synergie permet d'acquérir le public et d'entretenir plus de 50 pièces, 60 fenêtres et plus de 4000 mètres carrés de toiture. Le propriétaire, M. de Braquillange, nous raconte sa riche histoire. Une lettre amusante ici, écrite par le secrétaire d'État du roi de Navarre, qui dit à Gourdon: « Je vous signale que notre bon roi Henri compte venir vous surprendre dimanche prochain en votre château de Sennevière. Je crois qu'il serait grandement aise si, fortuitement, votre nièce de Mirabel, dont il aime tant et gentil entretien, se trouvait au château. Par hasard. » Délaissant les ponts du saut de la Mounine, nous redescendons le Lot en apercevant le château des Anglais. Curieuse construction moyenâgeuse, avant de parvenir dans un cingle du Lot où se nichait l'antique Divona Cadurcorum. Ville natale de Léon Gambetta, préfecture du Lot et lieu de vie des Cadurciens, Cahors fut au Moyen-Âge une florissante cité commerçante dont elle a gardé de précieux vestiges. Classé monument historique dès 1840, le pont Valentré est le plus emblématique pont médiéval de France. Commencé en 1308, la difficile construction de cet ouvrage militaire dura longtemps, bien plus longtemps qu'une vie d'homme, si bien qu'on accusa le diable, qui, selon la légende, fut finalement floué par le maître d'œuvre. Savez-vous que dans la petite région qui nous occupe, 11 villages sont classés parmi les plus beaux de France. Dominés par un cirque impressionnant de falaises, Autoir se présente en un bouquet de tourelles, de pigeonniers et de gentilhommières. Surplombant la Dordogne de 150 mètres, voici l'acropole du Périgord, la Bastide de Dôme. Du Belvédère, on jouit d'une vue imprenable sur la vallée, du cingle de Montfort jusqu'au château de Bénac. Le Périgord compte un nombre impressionnant de ces bastides, ces villes neuves plus ou moins fortifiées du XIIIe et XIVe siècle. Montpazier est la bastide la mieux conservée et la plus exemplaire des villes de guet, qui adoptait un plan régulier dans un quadrilatère de 400 sur 220 mètres. Les habitations présentaient à l'origine la particularité d'être d'égale dimension et séparées par des interstices appelés andrones, prévus pour éviter la propagation d'incendies. Le rocamadour est un type de cabécou qui a obtenu le label AOC en 1996. Après 12 heures de maturation et 24 heures de caillage, on verse les caillés dans des sacs suspendus où ils s'égouttent encore une journée. Ensuite,
on procède au salage, suivi d'un malaxage au pétrin, avant de mouler les fromages à la main. La fabrication se poursuit avec le ressuyage et un affinage de 6 jours au haloir. Bon appétit! L'été, fêtes et animations se succèdent à un rythme effréné, du plus traditionnel au plus insolite. Incontournable, la fête du pain permet de retrouver les miches d'autrefois en réhabilitant les vieux fous. Ouais, mais après, il y a plein de poussière. La poussière, c'est la farine. C'est la farine, non. Non, c'est pas poussière, c'est... Waouh. Cette tradition du bon pain au levain donne l'occasion de festoyer, comme jadis, autour de grandes tablées. Autre activité incontournable, le marché des producteurs de pays dans lesquels vous achetez vos produits que vous consommez sur place en toute convivialité. Ici, à Saint-Geniès, nous sommes reçus par Monsieur le maire qui nous guide à travers les étals. Attention aux papilles gustatives. Alors vous avez le filet de canard et après tous les produits du canard, magret, steak de magret, brochette de magret. Après vous avez les produits à base de foie gras, pâté de foie gras pur et coupe par-ci. Voilà, tous les petits produits à la dégustation que peuvent apprécier les gens sur place. La patronne est absente, dommage, elle va revenir d'ici une demi-heure. On l'a fait échapper pour qu'elle évite de donner la recette. Voilà, tout à fait. Vous pouvez goûter en direct. Merci. Allez. Voilà. Les gâteaux et pommes. Un petit peu tièdi au four avec une salade. Lorsque vient la nuit, nous succombons également à la tentation et abandonnons notre caméra pour rejoindre une tablée fort sympathique. Sarlat-la-Canéda est située au cœur du Périgord noir. C'est une région de collines boisées dont le nom évoque la forte densité de chênes, de châtaigniers et de pins maritimes. Sarlat attire les foules grâce à son patrimoine architectural qu'elle a su conserver ou restaurer. Elle nous offre, le long de ses ruelles, un retour saisissant vers le passé. Cathédrale, évêché, hôtel particulier donnent le ton d'un décor de cinéma. La plupart des maisons ont été surélevées au cours des siècles, ce qui explique que l'on peut trouver dans ces demeures du médiéval, du gothique ou du Renaissance, comme en témoigne l'hôtel Plamont. Sur la place du marché aux oies, l'hôtel de Vassal nous présente une double tourelle en encorbellement, alors qu'un peu plus loin, la maison de la Boétie a vu naître en 1530 le grand ami de Montaigne, l'écrivain Étienne de la Boétie. Impossible à Sarlat d'être exhaustif ou de s'attarder sur tel ou tel pignon, tourelle ou colonnette. Lorsque vient la nuit, Sarlat devient magique grâce à la douce lumière de l'éclairage au gaz. Se promener à Sarlat, c'est faire un tour dans le Moyen-Âge, les boutiques, les restaurants et les galeries d'art en plus. Sarlat se déguste aussi au milieu de la foule du samedi, jour de marché. Chacun vient y chercher de quoi faire ripaille. Oies, canards, foie gras, champignons, truffes, cabécous, fraises ou noix, ce sont les produits qui rythment les saisons.
Parce que la finesse de l'eau avec la truffe se marie très bien. Alors que le foie de canard est un peu plus fort avec la truffe, le mariage est un peu moins heureux. La truculence des marchés du sud-ouest, l'accent occitan mêlé aux autres, composent une mélodie étourdissante. Bon, je vais pour ça. Je préfère que ce soit comme ça. Lo fil del rey, chulo la encontrado. Lo fil del rey, chulo la encontrado. L'occitan, parlé encore par les anciens dans une grande partie sud de la France, fait l'objet d'initiatives pour assurer la transmission orale de la langue d'oc aux plus jeunes générations. Bienvenue à Degagnac et à la fête de ce soir. Eh bien, aquí sempre vingut per aquella festa d'aquest cher. Autre héritage du passé, le chemin de Compostelle mène les pèlerins par Figeac. Il est des villes où on ne peut s'empêcher de se promener le nez en l'air, tant le patrimoine architectural fascine. Figeac est de celle-là. Le point d'orgue de ce beau voyage au cœur de l'histoire est le musée Champollion, du nom de cet orientaliste de génie né ici même et qui permit à l'égyptologie de faire des pas de géant. À 2 pas du musée, la place des Écritures reproduit sur son sol la pierre de Rosette qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Nous quittons Figeac en survolant l'immense étendue des Causses et soudain apparaît cette faille gigantesque dans le plateau karstique. Niché entre ciel et terre, Rocamadour, grand site de France, dévoile depuis près de 1000 ans une cité que les bâtisseurs ont disputée au vertige en affirmant son caractère spirituel. De tout temps, la cité mariale attire des milliers de pèlerins venus se recueillir ou expier leurs fautes en grimpant parfois à genoux les 216 marches de l'escalier qui mènent au parvis des sanctuaires. La chapelle Notre-Dame abrite la Vierge Noire que les pèlerins viennent vénérer depuis le XIIe siècle. Avec plus de 120 miracles recensés dans ses pages, le livre des miracles de Notre-Dame assoit la réputation de Rocamadour dès sa parution en 1172. Les courageux pourront emprunter le chemin de croix qui monte en lacet jusqu'au château supérieur, édifié pour empêcher toute invasion par le sommet de la falaise. Certes, il fait moins chaud, il y a moins de monde et moins de fêtes, et pourtant l'automne est certainement notre saison préférée. Le Périgord et le Quercy connaissent en général une très belle arrière-saison dans des odeurs de rosée, de cèpe et de noix. Arbre noble, le noyer est aux rives de la Dordogne ce que l'olivier est à la Provence, la signature d'une terre et un patrimoine paysager. Périgord et Quercy concentrent plus du tiers de la production nationale
et l'AOC Noix du Périgord a été obtenue en 2002. Au moulin de la Tour à Sainte-Nathalène, les cerneaux sont encore broyés, chauffés et pressés de manière artisanale. Grâce à ses vertus diététiques et à sa finesse aromatique, l'huile de noix connaît un fort regain d'intérêt, ce qui n'a pas toujours été le cas puisqu'on l'utilisait jadis autant pour les fritures que pour remplir les lampes. Depuis, les nutritionnistes nous ont appris qu'elle est une des rares sources naturelles d'oméga 3. Cette huile fine, gastronomique, à l'arôme particulier, est une des meilleures huiles de table, mais ne gagne aucunement à être servie chaude. Et là, nous avons 18 litres. Le client est un peu plus de 30 kilos. Et alors, ça peut vendre de 50 à 70%. Voilà. Vous l'avez compris, avec l'automne, nous entrons dans une séquence de saveurs et d'odeurs avec des produits du terroir qui ont forgé la réputation de la région. Voici Crocus sativus, une plante bulbeuse qui comporte un pistil dont les stigmates rouges donnent une épice fort recherchée. Il faut récolter à la main 200 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran sec. Ces fleurs fragiles sont cueillies d'octobre à novembre à la rosée du matin et émondées à la main avec une patience infinie. Les paysages du parc naturel des Causses du Quercy sont rythmés par des ondulations comme les vagues d'une mer figée. Un océan de pierre où s'accrochent des genévriers, de petits chênes pubescents et des pelouses sèches broutées à belles dents par les troupeaux de brebis caussenardes, reconnaissables à leurs lunettes noires. Le Causse est un plateau calcaire que l'eau dissout depuis le Jurassique. Ce relief karstique n'a pas su retenir les couches de terre fertile, ni l'eau bien sûr, qui profitent des multiples failles pour s'infiltrer et créer un monde souterrain avec des rivières, des grottes comme ici à La Cave et des gouffres, dont le plus connu est sans nul doute celui de Padirac. « 32 mètres de diamètre, 75 mètres de profondeur, le gouffre de Padirac, avec sa rivière qui serpente à plus de 100 mètres sous le Causse de Gramat, est l'une des plus grandes curiosités naturelles de France. Voilà, nous sommes dans une galerie entièrement naturelle qui a été creusée évidemment par la rivière. Alors elle aurait mis 1 million d'années à tout creuser ici, par dissolution. Le retour par le même chemin, c'est inverse. Tout s'est bien passé à l'aller. Ce gouffre d'effondrement constitue l'une des rares occasions d'observer la circulation souterraine des Causses. Ce voyage au centre de la Terre permet l'accès à un réseau de galeries de 37 km, dont 1 km est aménagé pour le public. Apprécié depuis le XIIIe siècle par les rois et les princes, le vin de Cahors connut des siècles de prospérité, défiant son voisin bordelais. Adoré par le tsar Pierre le Grand, pourtant affligé d'un ulcère à l'estomac, le vin de Cahors s'est retrouvé sur la table des grands avant que le phylloxéra
ne mettent un frein brutal à cette gloire. Château La Grézette, un des plus grands crus de Cahors. Quel meilleur endroit pour découvrir les secrets du vin noir? Pour avoir l'appellation Cahors, il faut au moins 75% de la superficie du vignoble en Malbec. Maintenant, pour marquer Malbec sur l'étiquette, dans ce cas-là, il faut au minimum 85% de l'assemblage en Malbec. Parce que sur Cahors, non seulement le Malbec, certes, mais aussi le Merlot. Il y a aussi un peu de Tanat. Bien sûr que les vins de cette appellation sont très colorés, puissants, structurés, avec des tanins très marqués. Et tout ça, ça tient pour beaucoup à la production par pied de vigne. En fait, plus on contrôle les rendements, plus raffiné, civilisé on va être au niveau des vins. Là où on fait la différence, c'est qu'on vendange à la main, nous. Comme vous avez pu le constater. Nous vendangeons à la main, donc on protège de ce fait l'intégrité des raisins. Et puis ensuite, quand ça arrive dans les chais de vinification, c'est encore trié à la main, ces raisins. Donc on a une suite d'étapes, on respecte le raisin lui-même et tout au long du processus. Et puis dans la cave, on applique si vous voulez, un savoir-faire qui est quand même relativement simple, hein, de macération à froid avant la fermentation. On fait des remontages, des pigeages, et puis on vieillit ensuite en barrique de chêne neuve. Sauvez les rivières, sauvez les roseaux, sauvez le riz, les rivières, sauvez le poids des bateaux, sauvez la banquise, sauvez... D'autres domaines de l'AOC Cahors ont choisi la voie de l'agriculture biologique, comme le château La Capelle-Cabanac, qui reçoit la fête annuelle du vin bio de Midi-Pyrénées. On a la chance d'avoir une superficie de 20 hectares, surtout la chance de ne pas avoir de voisins qui ont des vignes traditionnelles, donc qui projettent des produits. Parce qu'en bio, on a un cahier des charges très strict. Sarclage mécanique ou travail du sol à l'ancienne, respect des principes de biodynamie, retour aux équilibres naturels et respect du cahier des charges bio, telle est la démarche de ces nouveaux viticulteurs engagés. Droite. Donc. Allez, marchez. Simon Busser a poussé le concept en reprenant des parcelles de vignes abandonnées qu'il travaille à l'aide de sa jument, préférant la force du cheval à la force motrice, dans une démarche écologique. Travailler en agriculture biologique, c'est le fait d'observer, de comprendre les choses un peu, de faire un peu au cas par cas, pas traiter les choses en masse, d'observer un peu la vie qui se passe autour de la vigne, les maladies, tout ça, de comprendre et d'arriver à résoudre des problèmes, quoi. Il y a un gros engouement de la part des consommateurs pour la bio, mais moi je fais pas ça pour le business, quoi. Je fais ça par conviction et je continuerai à le faire, même si c'est quand même bon, c'est pas toujours facile des fois de réussir à s'en sortir en sachant toutes les charges et tout ce qu'on a à payer, surtout en faisant du vin par rapport aux droits qu'on doit payer pour vendre du vin. Mais même si c'est difficile, je continuerai à le faire, quoi. À notre époque se pose également le problème de la survie paysanne et la difficulté d'accéder au foncier. Un phénomène qui constitue un frein pour les jeunes qui veulent revenir à la terre et développer l'agriculture biologique. Toutefois, des combats aboutissent, des associations se forment, comme ici près de Livernon, à la ferme La Terre. Moi j'étais fermier, donc on a été confronté à la vente de la propriété, de la ferme par le propriétaire. D'accord, oui, et à un prix où nous on ne pouvait pas répondre. Et donc c'est pour ça qu'a germé l'idée de trouver l'argent collectivement avec des gens qui ne sont pas agriculteurs et qui soutiennent le projet, quoi. Ben, des gens qui, essentiellement des consommateurs bio, hein, c'est vrai, puis d'autres gens pour qui l'agriculture représente encore quelque chose d'important, qui ne veulent pas que les campagnes se vident et puis qui sont un peu attachés à une qualité d'alimentation, une qualité de vie du territoire. Grâce à cette solidarité et à la foncière Terre de Liens, Jean-François a créé un GAEC et peut ainsi transmettre à un jeune couple
le flambeau de son exploitation bio. Sabine était professeure. J'enseignais les sciences de la vie et de la terre. Mais ça faisait déjà quelques années qu'on réfléchissait à un projet de vie qui nous rapprochait de la terre. Non, il faudrait pas que le bouc il passe par là. Donc là, elle sortait plus. Ouais, mais bon, quand même, on dit allez, on risque pas. Sabine et Stéphane vendent leur fromage de chèvre sur les marchés et les agneaux en vente directe. Ils contribuent à la filière bio qui ne représente malheureusement que 2% de l'agriculture en France. L'homme parle et loi cacarde. Au pays du foie gras, l'élevage et le gavage sont une tradition et un savoir-faire transmis de génération en génération, souvent une affaire de famille, comme ici à la ferme du Vignal, en Périgord. On les rentre au gavage à 4 mois. Ensuite, il y a un mois de gavage. Et après, c'est l'abattage. Donc là, c'est la toute première gaveuse. Donc c'est vraiment l'ancêtre des gaveuses. C'est peut-être les Égyptiens qui l'ont inventé. Égyptiens, Romains, Juifs ont été les premiers à gaver les oies en utilisant des techniques en perpétuelle évolution. Historiquement, la première patrie du foie gras fut l'Alsace, et pourtant il semble tellement naturel d'associer le foie gras au Périgord, même si on en produit également en Quercy et dans d'autres régions du sud-ouest, la France produisant 90% de la production mondiale. Voilà, donc le tuyau arrive jusqu'ici, donc après on appuie sur la petite pédale, on réceptionne le maïs et on fait glisser tout le long du cou jusqu'au jabot. Donc là il fallait compter 1 minute pour gaver une oie, alors qu'avec la gaveuse que je vous ai montré tout à l'heure, on fait 2-3 oies à la minute. Voilà, donc au bout de 3 semaines de gavage, on passe la main entre les pattes des animaux, et si on sent bien le foie à travers la peau, l'eau est bonne à abattre. Si ce n'est pas le cas, on continue à les gaver. Maintenant, je vais enlever le paletot. Voilà, donc là, le manteau qui comprend les 4 confits. Ah, j'ai fait un trou au milieu. Donc là, vous avez les 2 confits cuisses et les 2 confits ailes qui comprend le magret et le manchon. Et maintenant, donc, nous allons voir le foie gras. Il est là. Voilà, il va être dénervé, salé, poivré et mis directement en boîte ou en bouteille. Voilà. Et il cuira 1 heure à 106 degrés, c'est un foie gras entier. Lorsque la mécanique céleste installe l'hiver, le temps suspend sa course. La plupart des structures de tourisme sont fermées et bien des volets sont clos. Pourtant, quand le ciel est pur, le pays se contraste. Endormis, le Périgord et le Quercy ne le sont qu'en apparence. L'hiver étant la saison de traditions encore bien vivaces. Allez, voilà, on les met là, mais seulement ils sont tellement gros, il y en a qui sont gros et ils ont du mal à passer dans la caisse. Là, il faut faire attention de ne pas prendre la langue. Il faut mettre le pouce sur la langue. Oh, mais il y a des fois, il y a des jours alors qu'ils bougent, je ne sais pas pourquoi. Là, j'avais 7 ou 8 ans quand je suivais maman gaver. Si tu veux, j'en garde un bon souvenir. J'étais contente, j'allais la voir. Je me mettais à côté. Oui. Là, c'est vraiment le gavage à l'ancienne. Il va là-bas, il va voir. Au suivant. Bien sûr, si tu veux, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas trop. Hein. On les maltraite pas, là. Hein. Elle est toute bête et il faut bien l'abattre. Et il faut bien la tuer.
Vestige d'un temps où l'on vivait en semi-autarcie, l'élevage, l'engraissage et l'abattage des animaux sur place disparaissent avec les dernières petites fermes de campagne. Christiane, notre voisine, a toujours procédé de la sorte. Aujourd'hui, le cochon dont elle s'est occupée avec attention depuis le printemps va passer entre les mains du tueur. J'ai fait les prières pour le cochon. Il sera pressé. La somme, non. Il y a qui saigne à vif encore. Oh. Ah, si, il y a qui le font encore. Il y a qui le font, moi je les ai toujours assommés. Le cochon a toujours été une nourriture essentielle en milieu rural. Vers la fin de l'année, on faisait appel aux tueurs qui circulaient de ferme en ferme. Faute de relève par les jeunes, ce métier dur et difficile tend à disparaître. Mais qui prend la relève, il faut être deux. Ah oui, et s'y connaître. Oui, j'y vais, merci. Merci, monsieur Gounou. Attendez, où je suis. Et prêté. Ah, ça s'appelle la soie de porc, madame. C'est pas le poil de porc, c'est la soie de porc. Parce que je l'ai ramassé dans le temps, on l'a vendu en récupérateur. Et les blaireaux et les pinceaux en soie de porc. Bon, je fais attention parce que j'ai manqué déraper l'autre jour. Je me suis retenue à table. C'est glissant. Allez, venez. Alors voilà ce qui reste. J'ai du travail. On a beaucoup de travail de lavage. Ah oui, oui, ça. Je passe. Heureusement pas pour que j'ai ça à la cave. Hein. La musique. Je ferme la porte parce que vous avez un peu de chaleur quand même. 150 kilos et tout est utile dans le cochon, hormis peut-être l'intérieur des oreilles. Mais un mâle, c'est pareil, s'il est mal castré, s'il a un côté un membre un côté, il ne vaut rien non plus. Hein. Ah oui. Il faut que ce soit fait quand on les opère, il faut qu'il ait enlevé les deux couilles. Si vous en enlevez qu'une, l'autre est dedans, il n'y a pas de mystère. Je ne sais pas si mais ça la personne, au niveau d'état, mettre le mou et tout ça, non? Personne n'a rien demandé de ce côté-là. Et puis là, pour mettre la cervelle. Oui, mais tire-la devant, carrément. On n'aura pas, Et maintenant, ils vont traîner le cochon. Et René va les aider à le porter. Ah. Ça tire d'un côté, vous comprenez? Oui, oui. Alors j'ai le genou qui m'embête. Là, c'est bon, et là? ça m'emmerde, là, ça va bien. Moi, je le porte, là, c'est pas le poids, là. C'est la question de tirer, vous comprenez? Oui, oui. Cherche, ma belle, cherche. Il y avait la mouche. Hop, hop, et on la sort de terre. Ah oui, je l'ai mis dans le panier, l'autre. Tiens, c'est bien. Allez, cherche. Le chien, le cochon et la mouche sont les meilleurs amis du caveur à la recherche de truffes. Il faut attendre au minimum 15 ans pour voir un chêne se décider à produire, ou non, la formation de la truffe dans le sol demeurant un mystère. La récolte est en chute libre depuis quelques décennies et aujourd'hui, les truffières qui poussent sur le Causse sont plantées de chênes mycorhizés afin d'augmenter le taux de réussite. La Provence assure maintenant 80% de la production, mais la truffe du Périgord reste la plus réputée. Pendant les 4 mois les plus sombres de l'année, l'Albinque se transforme en capitale du diamant noir. Tous les mardis après-midi, une foule compacte vient assister à la cérémonie, le marché aux truffes. Vous les prenez avec des cochons ou avec un chien? Avec un chien. Le monsieur avec un cochon, là. Là, il y a à peine 1 kilo. Non, un peu plus quand même. Un peu plus, 700. Il demande 650. Mais demandez faire, ça fait 2 des fois. Un rituel savoureux, très codifié, où le prix de l'or noir oscille entre 300 et 700 € le kilo, et où parfois quelques affaires se règlent discrètement avant le coup de sifflet de départ. Elles sont parties à combien?
Comme chaque semaine, les trufficulteurs espèrent que le parfum de l'or noir fera tourner la tête aux courtiers, aux restaurateurs et aux autres négociants. Il y a combien dans le panier? Là, j'en ai 230. 230 grammes. Combien au kilo? 600. Combien de 100 kilos? Prix non plus. Non, c'est bon. 600. Ouais, 100 kilos. Oui, j'ai fait 230 kilos. Combien 600. Vous en avez combien là? 215 grammes. 215 grammes. Voilà, ça que ça fait. Oui, je veux. D'accord. Tout à fait. Début mars, parc naturel des Causses du Quercy. Et ça, c'est les murs que j'ai fait. Sur les 8 km de murs que j'ai reconstruits, il devait rester à peu près 500 mètres de mur debout par tronçon. Et c'est lamentable, c'est dans cet état. Parce que ça, c'est le ciment, c'est le béton du mur, vous voyez. Les petites pierres. Très utiles. Depuis quelques années, Jean-Paul a une idée folle. Reconstruire les murettes laissées à l'abandon. Né d'un besoin d'épirer les champs et de parquer les brebis cossonardes, ces haies pétrifiées représentent un maillage de plusieurs milliers de kilomètres. Passage pour le lièvre, il y a même la trace à l'air, vous voyez, qui passe. Lièvre au renard, vous voyez, au blaireau. Elle est belle. Tout au long des 8 kilomètres reconstruits, Jean-Paul a également aménagé des escaliers à bergers et des compteurs à brebis. Vestiges du pastoralisme, les caselles ou gariotes sont des cabanes de pierre sèche qui étaient utilisées comme abri provisoire par les bergers. Également réalisées avec une voûte en encorbellement, les cabanes du Breuil en Dordogne sont des constructions en pierre sèche revêtues d'une toiture de lauze. D'origine inconnue, elles ont probablement été habitées avant de servir de grange, d'écurie ou de fournis. Le site est classé monument historique. Passent les saisons, passent les années, les pierres de ce pays continueront à nous raconter l'histoire des hommes à travers les âges. Certes, des traditions se perdent, les cultures régressent, et comme ailleurs, malheureusement, les centres commerciaux remplacent progressivement les commerces de proximité. Toutefois, il semble bien qu'une jeune génération soit prête à prendre le relais de la qualité et désire se rapprocher d'une vie plus en accord avec la nature.